Pourquoi le cerveau aime le storytelling? Pourquoi le cerveau aime les histoires? Parce que ça va sécréter ce que j'aime bien appeler la dose. C'est un acronyme, D-O-S-E, donc D pour la dopamine. Une des forces qu'elle a, qui est invisible, c'est qu'elle est introvertie. Ah ouais? Il y a des études qui ont montré que les gens qui prennent le mieux la parole, c'est des gens qui sont introvertis. Carrément. Pourquoi? Parce que Paul, qui parlait à Timothée, qui disait « T'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Bien sûr. On a peur de ces conséquences-là, ce qui fait que la racine, vraiment, la base de la peur de prendre la parole en public, c'est la peur du regard de l'autre. Mais Jésus, il prenait la parole en public. Mhm. Que penses-tu de son storytelling et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui en matière de communication? Est-ce que je peux tourner ce chemin pour qu'il puisse être le bon? C'était vraiment beaucoup plus ça, ma réflexion. Et il y aura moins d'oxygène qui va diriger vers le cerveau. Et c'est ça qui explique parfois les trous de mémoire. Mais en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, si tu prends une semaine à réfléchir, bah pendant ce temps-là, tu en as 10 qui se sont lancés, qui ont testé, qui ont échoué, qui ont corrigé, et qui maintenant, ils le font 10 fois mieux que toi. Le I have a dream. Just do it. Ces phrases simples, répétitives. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Exactement. Ah, tu m'as spoilé là. Sylvain, tu as plusieurs casquettes. Alors aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs dans plusieurs étapes en fait, hein. Des levées de fonds, l'étape cruciale du pitch, des coachings aussi pour les conférences, donc la prise de parole en public et d'autres formes d'accompagnement en lien avec la communication. En 2024, les entrepreneurs que tu as accompagnés totalisent 1 500 000 € de fonds levés. Et tu interviens auprès de grandes entreprises, hein, des organismes aussi, des entreprises comme Orange ou bien l'Assemblée nationale. Et en parallèle de tout ça, tu es un TEDx mentor. Tu as coaché une dizaine de speakers TEDx, hein. Tu les as aidés à préparer leur pitch, entre guillemets, et à ce qu'ils puissent livrer leur TEDx. Et puis, avant tout ça, tu étais dans un autre milieu. Tu as fait des études de médecine. Tu as même été jusqu'à réaliser une thèse. Et entre-temps, depuis, on en reparlera, tu t'es spécialisé en neurosciences. Donc, tu as vraiment un profil atypique et c'est ça qui m'a attiré d'ailleurs, hein, lorsque j'ai consulté ton profil LinkedIn. Et aujourd'hui, tu associes la neuroscience en fait à la communication. Tu es un expert en storytelling. Tu as étudié la neuroscience plutôt Yes. pendant plusieurs années, 8 ans. Et avant de bifurquer vers la prise de parole, à quel moment en fait tu as compris que la science du cerveau pouvait transformer la manière en fait dont on communique? Alors, merci beaucoup Nipson pour l'invitation déjà. C'est un grand plaisir d'être là. Et la question que tu me poses, elle est hyper intéressante parce que à la base, c'était vraiment pas prévu que j'ai ce déclic-là. Comment j'ai fait ce lien-là? C'est que, comme tu l'as dit, j'ai fait 8 années d'études au total. Donc, j'ai commencé par 2 années de médecine, j'ai raté. Et donc, j'ai bifurqué en biologie. Et c'est là où je me suis spécialisé plus en neurosciences. Et c'est vraiment arrivé à la fin de ma thèse quand j'ai échoué. Donc j'ai eu un échec à ce moment-là, j'ai pas pu défendre ma thèse. Je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me suis posé, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire qui répond à un besoin chez les gens? Qu'est-ce que je peux faire qui me permet de gagner de l'argent? Et qu'est-ce que je peux faire qui est une force, une compétence que j'ai? Et au final, ce qui a rassemblé les quatre, c'était la prise de parole en public. Sachant qu'à la base, je suis quelqu'un qui était très timide et j'étais vraiment exposé régulièrement à la prise de parole en public pendant plus de 15 ans. Et en faisant un peu toute cette introspection, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment aider les gens à améliorer leur prise de parole en public. Et je me suis dit, comment je peux le faire, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des coachs en prise de parole qui étaient déjà présents, qui venaient du théâtre, t'en avais qui venaient, c'était des journalistes, t'avais des personnes qui étaient beaucoup plus avocats. Et je me suis dit, comment je peux me différencier des gens
Et au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas connecter les neurosciences avec la prise de parole, dans le sens où prendre la parole en public, une des choses les plus importantes, c'est écouter. Et pour bien écouter, écouter de manière active, il faut comprendre aussi l'être humain. Hmm, Et pour bien comprendre l'être humain, il faut comprendre comment fonctionne son cerveau. hmm, Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Je me suis dit, ok, je vais aider les gens à mieux comprendre le cerveau. Comme ça, comme ils comprennent mieux le cerveau, ils pourront mieux communiquer. Donc c'est comme ça qu'est venu le déclic. Vraiment, quand je me suis lancé en réfléchissant comment je hmm. pourrais me différencier et apporter vraiment de la valeur, quoi. Ouais. J'aime beaucoup les sujets qui sont autour du cerveau et Yes. je me documente dès que je peux en fait sur ce type de sujet-là parce que c'est tellement complexe. J'ai même lu un livre d'Idriss Aberkan qui s'intitule Yes. Libérez votre cerveau. Ouais, Et en fait, je trouve que c'est tellement fascinant parce que j'ai l'impression que lorsque tu as ces cartes-là, ben, tu as tellement plus de possibilités. c'est clair. Et en même temps, je trouve que c'est quand même un milieu qui est tellement complexe. Le cerveau reste quelque chose d'inconnu encore, je dirais ça, hein, parce que à chaque fois, il y a de nouvelles découvertes. Mais toi, à l'origine, qu'est-ce qui t'a poussé finalement vers les neurosciences? Ouais. Alors à la base, moi, je suis vraiment passionné du corps humain. Hmm. Ça, c'est vraiment la base. À la Dexter ou... Non, non, non. Dexter, non, 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 il est trop trash, lui. Non, non, c'est vraiment passionné du corps humain. En fait, passionné de comment fonctionne le corps humain. Ça, c'est vraiment la base. Quand j'étais petit, que ce soit à l'école, au lycée, vraiment, en fait, j'étais vraiment à fond dans les SVT. Tu vois, c'était vraiment une de mes matières préférées, la biologie, tout ça. Et tu avais vraiment cette appétence pour le corps humain et en plus pour le cerveau. Pourquoi? Parce que je me disais, comment à partir de cellules, comment à partir de choses physiques, tu peux avoir de la pensée, comment tu peux avoir des commandes, comment en fait le cerveau articule tout son fonctionnement par rapport au corps humain, par rapport au cœur, par rapport aux muscles. En fait, je me posais toutes ces questions-là. Et quand je découvrais des choses, j'ai lu des livres, en regardant aussi au niveau des cours, je me disais, mais c'est une dinguerie. Hmm, Et je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Même quand, par exemple, j'étais en médecine, on avait plein, plein, plein de matières. Et une de mes matières préférées, c'était l'anatomie, hmm, notamment l'anatomie du cerveau. hmm. L'anatomie du cerveau, la neurobiologie, la neurophysiologie, toutes ces parties reliées au cerveau, j'aimais beaucoup. Et donc, c'est comme ça que je suis parti dans ça, quoi. Du coup, en fait, c'était quelque chose de naturel. Tu t'es dirigé vers ce milieu-là parce que forcément, tu étais intéressé au corps humain et au fur et à mesure, tu voyais qu'il y avait une grande connexion par rapport au cerveau. Et donc, la neuroscience, c'était quelque chose qu'il fallait que tu explores. Et c'est vrai que après tes années d'études, tu n'as pas soutenu ta thèse. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous des échecs à ce niveau-là lorsqu'on se cherche un peu. Pourquoi? Parce que même si lorsqu'on est jeune, on se dit, ben, ce milieu-là, ben, il m'intéresse énormément, ben, je vais me lancer dedans. Mais on reste quand même jeune à ce niveau-là. Mais les échecs, on y fait face aussi assez rapidement dans notre progression. Et des échecs, ça fait quand même mal. Ça- Toi, comment tu as vécu ça? Le fait de ne pas avoir sou- soutenu ta thèse ou voilà. Quelle est l'histoire en fait autour de ça? C'était dur. Vraiment, c'était dur. Et surtout, c'était pas. Je l'avais pas prévu, tu vois. Je l'avais vraiment pas prévu. Comment je l'ai vécu? Au final, pendant ma thèse, je l'avais pas vraiment reconnu tout de suite et j'avais pas forcément osé le dire au début. Mais plus on avançait, moins je sentais que c'était ce que je voulais faire. Je me voyais de moins en moins, je me projetais de moins en moins dans ce métier-là. Et au final, ça s'est vu dans mon travail, ça s'est vu dans ce que je faisais, ça s'est vu dans ma régularité, etc. Et on a dû avoir une discussion, on a dû avoir une grosse, grosse discussion avec mes responsables. Et voilà, on s'est posé, on s'est dit, voilà, on va devoir s'arrêter là parce que ce que je produisais, ça ne matchait pas avec les attentes. Et au final, la manière dont je l'ai vécu, c'était dans un premier temps assez triste. Pourquoi? Parce que tu as quand même accumulé plusieurs années où tu as étudié, où la thèse, au final, ça arrive un peu comme
la cerise sur le gâteau, tu vois. Et tu te dis, bah, toutes ces années au final, entre guillemets, pour rien. Donc au début, tu as quand même cette tristesse qui est là. Donc tristesse, je me souviens, on était au salon avec mes frères et sœurs, avec ma mère, mon père. On apprend la nouvelle et tout. J'étais en pleurs, tout ça. C'était vraiment dur à ce moment-là. Donc tu as cette partie-là de tristesse que j'ai vécue. L'autre partie, ça va être beaucoup plus le fait que cet échec-là, au final, comment je peux l'utiliser pour rebondir. J'étais vraiment aussi dans ce mindset-là de dire, ok, c'est arrivé, je constate que j'ai échoué, mais maintenant, comment faire pour rebondir? Comment je peux utiliser cet échec-là comme une force? Parce que je me suis dit que c'est important de reconnaître les choses, mais c'est important également d'utiliser ces échecs-là pour pouvoir créer quelque chose de bon, quelque chose de nouveau. Et c'est un peu dans cette réflexion-là qu'est né, ah, pourquoi pas accompagner les gens pour mieux prendre la parole avec toutes les études que j'ai fait. C'est un peu comme ça en fait que ça s'est passé. Donc tu as la partie tristesse, tu as la partie remise en question. Donc Mhm. ok, comment je peux rebondir, comment je peux réussir. Tu as eu quand même aussi une partie de doute, vraiment, de doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était vraiment le bon choix d'aller jusqu'à ces études-là, Mhm. d'avoir fait autant d'années, autant de sacrifices, parce qu'il faut le dire, il y a quand même une part de sacrifice Bien sûr. pour aller jusqu'à la thèse. Et donc il y avait ce doute également qui est venu. Donc principalement, c'est ces trois choses-là. Donc Mhm. partie de tristesse, Mhm. partie de remise en question pour pouvoir voir comment je peux rebondir, Mhm. et également le doute. Et en fait, c'est vraiment dans toute cette période-là qui était pas facile Mhm. que j'ai pu justement réussir petit à petit à rebondir, tout à petit à trouver justement vraiment ma voie et là où je suis de plus en plus épanoui, quoi. D'accord. Donc on peut dire que est-ce que quand tu regardes en arrière, est-ce que tu te dis que tu as pris le bon chemin? Et quand je dis aussi le bon chemin, même si il n'y a pas de chemin parfait, C'est ça. c'est vrai que ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est dans la prise de parole en public, hein, ou la Hmm. prise de parole tout simplement, Ouais. c'est quelque chose que je pense que en fonction de l'où on vient, on n'est pas forcément confronté à ça. Et on ne voit pas non plus forcément, on ne côtoie pas non plus forcément des personnes autour de nous qui sont mises en lumière autour de la prise de parole en public. Et c'est vrai que pendant tes phases de réflexion, pendant cet échec où tu t'es remis en question, où tu étais triste, tu as quand même su rebondir Hmm. et comment quand même su avoir cette pensée pour te dire comment tu allais utiliser ça en force. Mais je me dis quand même, le fait de se dire, bon ben, ok, je vais quand même, je vais me lancer dans ce milieu-là. J'ai du mal à voir le lien. C'est parce Ouais, que ouais, ouais. tu pars entre guillemets d'un échec C'est ça. et Ouais. tu vas dans un domaine où tu risques, enfin, je vais pas dire tout, mais Clairement, c'est ça. où tu risques quand même tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aimerais juste comprendre La connexion. la connexion. Ouais. En fait, la connexion, elle est arrivée comment? Il y a deux parties. En fait, la première partie, c'est de dire, parce que tu parlais de chemin tout à l'heure, c'était pas forcément de me dire, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Mais c'était de tourner en mode, comment est-ce que je peux tourner ce chemin pour qu'il puisse être le bon? C'était vraiment beaucoup plus ça, ma réflexion. Et la deuxième partie, c'est par rapport en fait à mon arrière-plan, dans le sens où, quand j'ai fait un peu cette liste de, ok, quelles sont mes compétences, quelle est ma force, qu'est-ce que je sais vraiment faire, en fait, j'ai regardé en arrière à tout ce que j'ai vécu. Je suis reparti en enfance, je suis reparti du début. À la base, donc timide, comme je te disais, Mm. peur du regard des autres, etc. Et en fait, ce qui fait le lien, c'est le fait que j'ai été exposé régulièrement à de la prise de parole. Ça a commencé avec le foot. Donc j'ai fait 7 ans de foot. Et en fait, pendant ces 7 années de foot, il y a des moments où j'étais capitaine. Mm. Et donc, il fallait que je parle aux gens. Il fallait que j'encourage les équipes. Après, j'ai enchaîné avec 4 ans de basket. Et les 2 dernières années, j'ai été arbitre. Et donc, arbitre, j'ai 15 ans. Mm. Je devais arbitrer des gens qui avaient des fois 25, 30 ans, 35 ans. Il fallait que je parle. Surtout avec le... J'imagine la scène. Ouais, carrément. Ouais, Des gens qui c'est impressionnant, hein. contredisent, c'est impressionnant. Et en fait,
tu as le maillot d'arbitre. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est toi qui dois prendre les décisions. Et donc, j'ai été exposé à ça pendant 2 ans. Juste après, en 2011, j'ai passé mon BAFA. Mm. Et donc, pendant 7 ans, j'ai été animateur en centre sportif. Ce qui fait que il y avait des enfants. Quand on te dit, OK, lundi matin, 8 h, Sylvain, c'est toi qui fais l'accueil. Tu as 200 enfants devant toi. Tu dois prendre la parole, tu dois les accueillir pendant 10 minutes, faire quelque chose. Je te promets qu'il ne faut pas bégayer. Mm. Si tu bégayes, c'est fini pour toi, pendant tout le centre. Surtout, c'est des enfants, ils ont, Exactement. ils ont pas d'état d'âme. Ah non, aucun. Des fois, ils sont mauvais, hein. Franchement, c'est chaud. Ouais. Ah ouais. Et donc, en fait, pendant 7 ans, j'ai été exposé à ça. Encore, prise de parole, prise de parole. Mm. Juste après, il y a la partie musicale qui arrivait. Mm. Donc, à partir de 2012, j'ai commencé à jouer de la guitare, à chanter à mon église. Mm. Et quand tu es conducteur de louanges, donc j'ai fait des fois des mariages, on a fait des chorales, on a fait des concerts, etc. Et ça, en fait, ça m'a exposé à de la prise de parole également. Et régulièrement, tu avais ces moments où tu devais accueillir les gens, tu devais justement donner des paroles d'encouragement, etc. Donc, tu as toute cette partie-là. Et après, tu as la partie universitaire. Donc, à l'université, que ce soit en licence, en master, on avait beaucoup d'oraux. Donc, on devait faire des présentations. Et en thèse, on avait également des présentations orales à faire. Il y avait parfois des séminaires. Et régulièrement, tous les mercredis, on avait des moments où on devait prendre la parole devant l'équipe. Donc, on avait des présentations à faire en anglais. Et en fait, tout ça, ça m'a poussé à prendre la parole. J'ai fait quelques formations aussi. J'ai fait même un concours. C'était ma thèse en 180 secondes. Donc, c'était de la formation, tu vois, pendant la thèse de doctorat. Mm. En fait, au final, pendant plus de 15 ans, j'ai été Mm. exposé à la prise de parole. Et c'est justement en octobre-novembre 2022, quand je repensais à tout ça, Mm. je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, j'ai été vraiment exposé à la prise de parole très régulièrement. Mm. En novembre 2022, c'était très très facile pour moi de prendre la parole devant 10, 15, 2000 personnes, de raconter mon histoire, de résumer quelque chose de très complexe et le rendre vraiment très simple pour les personnes qui écoutent. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça ma force, tu Ouais. vois. Et c'est une compétence qui est assez facile pour moi de faire. Mm. Je compte pas mes heures quand je le fais. Mm. Let's go, je vais faire ça. Et en fait, tu vois, c'est ça vraiment la connexion, le lien Mm. qui m'a amené à ça, quoi. Je vais pouvoir te laisser tranquille alors, parce que là, je comprends le lien. Ouais, Et franchement, ça a complètement du sens. nice. Et le fait d'avoir pu faire ce petit flashback pour C'est ça. te remémorer en fait les situations dans lesquelles tu étais, bah, il y avait quand même un tronc commun. Et ce tronc commun-là, c'était la prise de parole. Donc C'est je ça. pense que c'était un no-brainer, quoi, Ouais, comme ouais, on dit. c'est ça. Et ouais, c'était clair, quoi. Mais il fallait quand même Ouais. y réfléchir. Et je pense que tu as eu la maturité Mm, d'y réfléchir et la maturité de t'être posé mm, pour mm, prendre, je pense, cette bonne décision. On entend aussi parler de storytelling. Parfois, on sait ce que ça veut dire, parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire. J'ai une idée de ce que c'est que le storytelling, mais pour toi, par rapport à tout ce que tu as vu, qu'est-ce que vraiment le storytelling? Et quelle est sa force? ouais. Pour moi, comme tu l'as dit, le storytelling, il y a vraiment énormément de définitions. On peut mettre beaucoup, beaucoup de termes derrière ça. Mais pour moi, le storytelling, je dirais que c'est l'art de raconter une histoire pour transmettre un message. Pour moi, c'est ça. Hmm. Je commence souvent par l'art parce que pour moi, il y a vraiment une grosse notion artistique derrière le storytelling, derrière les histoires, qui met en exergue un peu ce côté de créativité. Hmm. Des histoires, tu en as des milliards et des milliards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui captivent plus que d'autres, mais tu en as plein de différentes. Mais vraiment, pour moi, le storytelling, un des objectifs principaux, tu vois, Mhm. c'est de transmettre un message. Et tu as une histoire, justement, qui aide à ça. Hmm. Parce que tu peux transmettre une information directement. Ouais. Par exemple, quand tu prends les pubs de Nike, Hmm. ils peuvent donner juste leurs valeurs. Nous, nos valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hmm. La pub, elle est finie. Just do it. Exactement, just do it. Hmm. Mais ils mettent en image, ils mettent une histoire, ils mettent quelqu'un qui met des chaussettes, tu vois, ils mettent quelqu'un qui s'habille, ils mettent un enfant qui va courir sous la pluie. En Hmm. fait, ils racontent une histoire Ouais. pour transmettre. Et ça, c'est beaucoup plus captivant. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment un art de transmettre un message. Hmm. Et derrière tout ça, bien sûr, tu as le côté, tu as les émotions, tu as la structure, etc. Tu as plein, plein, plein de choses. Mais pour moi, c'est ça. Vraiment l'art de raconter une histoire
pour transmettre un message. Ouais. Ouais, je pense que c'est clairement ce que c'est le storytelling. Et tu as donné l'exemple de Nike. Ça me fait vraiment penser à une pub qui faisait qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était que Pepsi disait que Nike, non, pas Nike. Pepsi disait que Coca-Cola faisait plus de ventes, réalisait plus de ventes en termes de canettes Ouais. de Coca-Cola. Et du coup, ils ont fait une pub, le marketing a réalisé une pub et ils ont mis en scène un enfant. Là, je fais du storytelling, là. Exactement, exactement. Ils ont mis en scène un enfant qui, qui avait quelques pièces et il devait donc se procurer une boisson. Ah, je l'ai. Et il a acheté en fait deux canettes de Coca-Cola et il a mis les deux canettes de Coca-Cola par terre au sol. Et en fait, il est monté dessus C'est ça. pour acheter la canette de Exact. Pepsi parce qu'il était trop petit pour Ouais, atteindre la canette de Pepsi. Et en fait, ouais, ça me j'ai fait vu. directement penser à cette image-là quand tu me donnes la définition du Ouais. storytelling. Mm, mm, Et mm. donc est-ce que c'est ça que tu essaies de transmettre aux personnes, ce type d'image? C'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, une des forces du storytelling, c'est que ça t'aide à justement peindre un tableau, avoir une image en tête. Et le truc, c'est que c'est beaucoup plus mémorable. Tu arrives beaucoup plus à retenir les choses quand tu as une image en tête Hmm. plutôt que quand tu as juste des chiffres, des mots, des termes, des définitions. Et là, c'est la raison pour laquelle tu t'es souvenu, tu vois, de Hmm. cette image-là. Moi aussi, je me souviens exactement de la pub, Hmm. j'ai l'image. Et directement, quand tu as commencé à décrire, l'image, elle est venue. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi, la force du storytelling, Hmm. c'est-à-dire que tu retiens plus facilement, tu es plus impactant, le message va passer beaucoup plus facilement. Et c'est ça que j'aide aussi à faire, c'est-à-dire dans les termes que tu veux transmettre, dans les messages, dans le pitch, par exemple pour les chiffres, Mhm. comment tu peux associer ça à une image, comment Hmm. tu peux trouver une analogie, une comparaison pour que la personne retienne mieux et aussi pour que la personne comprenne mieux. Hmm. Et dès que la personne, en fait, en général, si la personne comprend, c'est beaucoup plus facile pour elle de retenir, quoi. D'accord. Et en fait, pourquoi le cerveau est naturellement attiré par ce type d'histoire? Hmm. Ça, franchement, Est-ce qu'il y a un procédé derrière? ouais, c'est vraiment une dinguerie. Ah ouais? Tu as vraiment plein d'études sur ça. Et il y a plusieurs études qui parlent, donc pourquoi le cerveau aime le storytelling, pourquoi le cerveau aime les histoires, parce que ça va sécréter ce que j'aime bien appeler la dose. En fait, la dose, c'est un acronyme, D-O-S-E, donc D pour la dopamine, O pour l'ocytocine, S pour la sérotonine et E pour l'endorphine. C'est-à-dire que quand tu écoutes une histoire, un storytelling, tu vas avoir la dopamine qui est sécrétée, donc dopamine, hormone du plaisir. Tu vas avoir également l'ocytocine, donc l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, de la connexion. Tu vas avoir la sérotonine, donc là c'est l'hormone du bonheur, du bien-être. Souvent par exemple quand tu rentres d'une longue journée de travail, tu te poses sur ton canapé avec un verre d'eau, tranquille. Ça c'est la sérotonine. Hmm. Et la dernière hormone, l'endorphine, ça c'est une hormone on va dire anesthésiante. Donc endorphine, morphine, Hmm. c'est un peu lié la même famille. Donc c'est l'hormone qui est sécrétée par exemple quand tu rigoles beaucoup. Quand tu as des éclats de rire, c'est l'hormone qui est sécrétée, ou quand tu vas faire du sport. Et en fait, quand tu écoutes une histoire, quand tu regardes une série par exemple, tu as ce cocktail d'hormones qui est vraiment sécrété, et c'est une des raisons qui fait que les histoires sont très attrayantes, parce Hmm. que on aime ça, parce que ça nous fait du bien, tu Hmm. vois. Donc ça, c'est vraiment une des raisons. Et tu as vraiment plein de procédés. Pourquoi? Parce que d'une part, tu vas avoir toutes ces hormones qui sont sécrétées, Hmm. et d'autre part, les histoires vont faire appel aux souvenirs, Hmm. vont faire appel aux émotions, vont faire appel aussi à la partie visualisation. Donc tu vas t'imaginer des choses dans ta tête, tu vas commencer à faire des liens, tu vas t'identifier aux gens, etc. Et en fait, ton cerveau est extrêmement actif pendant un storytelling. Donc c'est un peu tout ça qui va se passer, qui explique la raison pourquoi les histoires sont captivantes, quoi. D'accord, donc dose. Ouais. Ah non, mais ça fait sens parce que je me rappelle vraiment que lorsque j'écoute un speaker qui est inspirant, Ouais. bah,
enfin, limite, t'en as la chair de poule Ouais, par moment. c'est Parce ça. que tellement ça éveille tes sens. Yes. Et du coup, c'est que le cerveau en haut, il se passe des choses et ça sécrète, entre Mm, guillemets, tout ce que tu viens de dire. Mais du coup, cette partie compréhension du cerveau, comment tu arrives à la décomplexifier mm, pour l'expliquer de façon naturelle mhm. aux personnes que tu accompagnes? Vulgarisation. Ok. L'idée, c'est de rendre un savoir complexe, simple et agréable au goût. Il me semble que c'est Einstein qui disait ça. C'est quand tu expliques quelque chose, explique-le comme si tu le disais à un enfant de 6 ans. Mm, Et si un enfant de 6 ans arrive à comprendre, ça veut dire que tu expliques bien et donc tu peux l'expliquer à tout le monde. mm, L'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comment je peux prendre quelque chose de complexe, donc les neurosciences, la neurobiologie, la neurophysiologie, la physiologie du stress, mm, comment je peux moi de mon côté décortiquer tout ça et faire en sorte que un entrepreneur qui n'y connaît rien mm, puisse comprendre. L'idée, c'est un peu à l'avance d'avoir un peu ce schéma-là. Donc moi, de mon côté, j'ai toutes les parties. J'ai la partie recherche, j'ai la partie très complexe. Et comment je match en utilisant vraiment des mots de vocabulaire simples, mm, des mots de vocabulaire accessibles pour que la personne puisse comprendre. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que tu pars step by step. mm, Donc, tu expliques un peu en mode, on va dire, entonnoir, de mm, façon très générale. On a le cerveau qui est active pour les principales fonctions de l'être humain, mm, etc., etc. Donc en fait, tu vas petit à petit, tu prends le temps, mm, tu fais des silences, tu te demandes, tu poses la question, du coup, est-ce que tu as compris ça? En fait, tu vas vraiment step by step, et après, tu vas dans les détails, tu décortiques, et surtout, surtout, tu le rends pratique. mm, C'est-à-dire que c'est pas que de la théorie, mais c'est aussi quelque chose que tu vas appliquer. mm, Et surtout, souvent, quand tu arrives justement à la pratique, c'est là où ça devient beaucoup plus réel et beaucoup plus concret pour la personne et elle arrive à s'approprier la chose, quoi. mm, Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment décortiquer, mm, moi de mon côté, trouver des mots simples, accessibles, mm, donc pas de jargon, et faire en sorte que justement la personne puisse se l'approprier, le comprendre et l'appliquer après. mm. C'est un peu ça le schéma, quoi. Bon, jusqu'à maintenant, j'arrive à extrêmement bien te comprendre. Carré. Bon, je suis pas un enfant de 6 ans, C'est ça. mais je vois que tu as quand même cette aisance pour Yes. bien décortiquer ce genre de choses et la transmettre assez simplement. Et c'est vrai que lorsque, lorsqu'on est dans la transmission et qu'on livre un pitch ou un TEDx, je me demande en fait si par moment on vise une émotion à transmettre Hmm. et si enfin, j'aimerais comprendre plutôt le rôle de l'émotion, que ce soit la tristesse, la joie, etc. Et s'il faut vraiment faire un focus là-dessus, enfin vraiment, s'il faut faire un focus là-dessus, et s'il y a une émotion qui marche à tous les coups, Hmm. le rire, voilà. Ouais, je vois. L'émotion, c'est aussi intéressant parce que tu as dénombrement, je pense, tu as 6, voire 7 émotions. Donc, des fois, les chercheurs sont pas tout le temps d'accord. Voilà, tu vas avoir la peur, tu vas avoir la colère, tu vas avoir la surprise, etc. Et en fait, moi, souvent, je dis que, alors justement, faut pas faire un focus sur l'émotion, parce que l'émotion, c'est juste un moyen. L'émotion, c'est un signal, en fait, en toi, qui t'alerte de quelque chose, qui t'alerte de, ah, ça c'est cool, ah, ça c'est moins cool, faut que je me protège, Mm, ah, ça je m'y attendais pas. Donc la surprise, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment juste un moyen, c'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que si tu vis juste une émotion, sur le moment, ok, tu vis la chose, donc tu la retiens. Il y a quand même quelque chose de fort qui s'est passé. Mais après, c'est quoi? mm, C'est pour ça que pour moi, l'émotion reste on va dire un moyen. C'est pas une fin, mais la fin, c'est vraiment comment je peux faire en sorte de faire passer les gens à l'action. mm, Aujourd'hui, là, tu as pas justement de TEDx. mm, À la base, la vision de TEDx, donc c'est né en 1984, la vision de TEDx, c'était Ideas worth spreading. Donc des idées qui méritent d'être partagées. Et depuis 2023-2024, ils ont changé la vision de TEDx. Aujourd'hui, maintenant, c'est Ideas that changes everything.
Donc des Hmm. idées qui changent tout. Hmm. Et donc il y a vraiment plus le côté vraiment pratique de OK, après c'est quoi? Hmm. Et l'idée c'est que au-delà de l'émotion, c'est vraiment à la fin comment je peux faire en sorte que l'idée que je partage, elle change des vies, que l'idée que je partage, elle ait vraiment un impact significatif dans le monde, que l'idée que je partage pousse à l'action. C'est vraiment ça, tu vois. Et Hmm. donc l'émotion peut aider à ça. Donc c'est juste un moyen pour moi. Et par rapport à ce que tu disais, on va dire une émotion qui marche à tous les coups, c'est assez difficile à dire parce que ça va dépendre du public, ça va dépendre de l'auditoire. Mais pareil, les études ont montré que une des émotions qui, en tout cas, provoque le plus de réactions dans le corps et qui sont associées à une plus grande mémoire au long terme, c'est la surprise. Ah oui, Ouais, la surprise, ouais. la Dans le sens, surprise. c'est ça, la surprise. Donc ça fait partie d'une émotion primaire, c'est-à-dire que quand, un exemple concret, au lieu de commencer par exemple ton TEDx, tu vas, on t'appelle, tu prends le micro, tu te dis alors bonjour, moi c'est Sylvain, j'ai 30 ans, nanana. Au lieu de faire ça, tu viens, silence. En 2012, Ça peut être gênant. ça peut être gênant, mais justement à ce moment-là, en fait, quand tu fais un silence, les gens s'y attendent pas. Hmm. Et c'est là que ça aspire toute l'attention et tu vis quelque chose de fort. Et après, Hmm. tu commences par ton histoire, tu vois. Et en fait, là, surprise, ah, qu'est-ce qui se passe? Je m'y attendais pas. Et après, boum, tu commences. Et en fait, c'est pour ça que, bon, ça, c'est un exemple concret, tu vois, de la surprise. Et le fait d'avoir justement de la variation dans ta prise de parole, des choses que tu n'attendais pas forcément. Tu sais, dans des séries, par exemple, tu as des moments où il y a un personnage hyper important qui meurt d'un coup. Tu te dis, mais non! Tu vois, surprise encore. Genre, tu m'attendais pas. Et en fait, Et- ah, cette émotion, ouais, est une des plus fortes, quoi. d'accord. Ouais, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais que les moments de silence sont importants. Ouais, grave. Et ça fait complètement sens. Et c'est vrai que l'émotion, c'est quelque chose qui va marcher sur le coup. Mais comme tu l'as dit, t'as dit que ça fait un rebranding Mm. parce qu'il y a un après. Et je pense que même dans l'histoire, il y a des figures qui, euh, qui ont transmis ce mais après. Ouais, ouais. Et comme par exemple ben, Martin Luther King Jr., hein, Yes. il a marqué il a marqué le monde avec son discours, le I Have a Dream, le fameux. Mm. Et c'est vrai que ça repose sur un storytelling qui est ultra puissant. Il n'a pas seulement donné des arguments, il a raconté une vision, il a utilisé des images marquantes et il a éveillé une profonde émotion. Ouais. Selon toi, quels sont les éléments qui font justement qu'un discours ou un message devient intemporel et qui est capable ben, d'inspirer ben, des générations Mm. entières? Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut retirer et justement par rapport à son discours, les éléments moi que j'ai notés, un des premiers éléments, c'est que son discours aide justement à peindre un tableau. Dans le sens où quand tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas seulement, mais tu visualises aussi. Hmm. Et ça, c'est une des qualités d'un discours. C'est-à-dire que tu vas pas seulement écouter la personne, mais en l'écoutant, tu as des images qui te viennent, tu as justement une vision, tu as vraiment ce tableau qui se peint. Et pour moi, c'est une des premières justement qualités d'un discours qui va être impactant, qui va être inspirant. Donc le fait que ça aide à peindre un tableau. La deuxième partie, je dirais que tu as cette notion de phrase répétitive, phrase marquante, phrase que tu peux utiliser partout, qui te reste en tête. Le I have a dream. Simple, just do it. Hmm. Tu vois. Euh, McDo, I'm loving it. Hmm. Donc, venez comme vous êtes, etc. Donc, ces phrases simples, répétitives. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus, exactement. Ah, tu m'as spoilé là. Exactement, bien joué. En fait, toutes ces petites phrases-là, répétitives, pour moi, c'est vraiment quelque chose également qui fait partie d'un. Qui va aider en fait à retenir le discours
et mm, qui va aider justement à avoir ces petits moments de punch, de punchline qui fait que, ah ouais, ouais, mm, ça je retiens, tu vois. mm, Donc tu as plein de petites phrases comme ça. mm. En troisième, en vrai, tu as vraiment beaucoup de choses, mais je dirais quand même, tu vas avoir bien sûr l'art du storytelling, Mm. donc l'art de raconter les histoires. En fait, dans cet art de raconter les histoires, une des forces, c'est que les gens réussissent à s'identifier. Mm. Moi, c'est aussi une des qualités d'un discours. Est-ce que les gens arrivent à s'identifier dans le sens où, ah, là, le gars qui parle là, on dirait qu'il est en train de me parler à moi. Mm. Ça aussi, c'est une force. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à faire un discours où les gens s'identifient, naturellement, ils vont avoir plus de probabilités à te suivre, plus de probabilités à investir, plus de probabilités à donner, etc. Et quand tu arrives justement à faire en sorte que les gens s'identifient, ça, c'est une force, quoi. C'est gagné. C'est gagné. C'est-à-dire que tu as vraiment plein, plein, plein d'autres choses, Mm. mais les trois choses que je dirais, c'est ça. D'accord. Et la partie intemporelle, le fait que tu livres un discours et on étudie ce discours Ouais. des années après et Hmm, bon, il y a même des statues de toi. grave. C'est c'est lié en fait. Parce que tu l'as dit, ça peint un tableau Ouais. et du coup, ça raconte une histoire profonde. Et si tu es comme Martin Luther King Jr. et que forcément tu es excellent en art oratoire, ben, j'imagine que c'est comme ça que tu emmènes des générations et des générations Ouais. avec toi et qui fait que même des églises aujourd'hui s'appellent Ouais, ouais, MLK MLK, carrément. ou autre quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Le côté intemporel, c'est aussi, je pense, le fait qu'il a amené à son époque, au final, une certaine innovation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ce qu'il a dit au final, mais lui, il a vraiment eu le courage de le faire. Tu vois? C'est aussi ça. Donc, je pense que le côté intemporel arrive également si tu as une partie qui est disruptive, Mhm. donc qui n'est pas, c'est pas, on n'entendait pas ça tout le temps. Mhm. Tu vois? Donc, ce côté disruptif, un peu limite choquant, tu vois, en mode, ah ouais, waouh. Mhm. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que, ouais, ça reste dans le temps, parce qu'au final, il a clairement mis une pierre, tu vois, au niveau de Mhm. l'histoire de l'humanité, la progression, etc. Mhm. Donc, il y a aussi cette partie-là pour moi qui est importante, quoi. C'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là et je ne pouvais Ouais. pas passer à côté quand j'ai en face de moi un expert en storytelling. On dit souvent que les meilleures histoires sont celles qui nous font ben, ressentir des émotions, hein, Yes. comme comme on a pu le voir. Et par rapport à ça, tu m'as parlé de DOSSE, Ouais, c'est c'est ça. ça? Mais derrière les émotions, est-ce qu'il y a un mécanisme pardon, cérébral qui, euh, qui explique ben, qu'on va vraiment même si par exemple aujourd'hui là j'écoute un discours qui est triste, même si je suis pas triste, bah, ça va vraiment Mm. résonner en moi. Ouais, Un ouais. discours ben, qui me fait peur, enfin pas qui me fait peur, mais qui va véhiculer de la peur. Entre guillemets, j'ai pas de peur à cet instant-là, Ouais, ouais. mais je vais quand même ressentir une certaine Une peur. certaine peur, ouais. Est-ce, est-ce que ben, justement, ouais, comment ça fonctionne en haut? Hmm. Il y a deux choses en termes de mécanisme pur et dur. Tu vas avoir, et donc ces deux choses sont liées, les neurones miroirs et ce qu'on appelle le neurocoupling. Je vais décortiquer un peu comment ça fonctionne simplement. Tu me le dis, quand des fois tu entends le discours, tu ressens la peur, tu ressens justement ces choses-là. En fait, dans ton cerveau, tu vas avoir des neurones qui sont là pour te faire vivre le moment comme si tu y étais. Concrètement, ça ressemble à quoi? Imagine un exemple. Sur Instagram, tu sais, tu as des vidéos où tu as par exemple un ballon, quelqu'un qui va s'apprêter à tirer un penalty. Donc le gars recule, recule, recule. Et d'un coup, c'est quelqu'un qui vient à l'opposé, qui tire le ballon sur le téléphone. Hmm. Et en fait, d'un coup, tu esquives. Hmm. Et pourtant, tu as juste ton téléphone. Le ballon va pas sortir du téléphone, c'est impossible. Hmm. Et pourtant, tu esquives. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as des neurones qui te font vivre le moment comme si tu y étais. Ça, c'est le neurocoupling.
On appelle aussi les neurones miroirs, c'est des notions qui sont similaires. D'accord. Et en fait, dans le storytelling, ces neurones-là sont actifs. Et en fait, c'est pour ça que ces neurones-là vont te faire vivre le moment comme si tu y étais dans Hmm. une histoire. Et ça fait partie d'un mécanisme dans le cerveau qui est là. C'est-à-dire que tu as des milliers de neurones. Donc, c'est vraiment des petites structures qui sont présentes qui font que tu vis l'histoire sur le moment. Et c'est pour ça que parfois, tu regardes des séries, tu te sens triste, tu vois, parce que tu t'identifies à la personne, tu ressens, tu vis le moment comme si tu le vivais, etc., etc. Et cetera. Et tu as plein de manières, justement, dans ta manière de prendre la parole, Hmm. de raconter un storytelling en faisant vivre la chose. Hmm. Et des fois, tu peux un peu moins le faire vivre, mais tu as plein de petits tips qui vont t'aider justement à faire vivre le moment Hmm. plutôt que tout simplement de raconter une histoire pour raconter une histoire, quoi. D'accord. Ok, je comprends. Ça m'a l'air un peu complexe. Là, tu l'as clairement décomplexifié. Yes. Mais c'est hyper intéressant Ouais. et je comprends pourquoi je me suis fait avoir sur les vidéos Les où vidéos, ouais. effectivement quelqu'un tire et boum, ben, tu tournes la tête C'est ça. et après tu jettes ton téléphone. C'est ça. C'est un réflexe. On a parlé de Martin Luther King Jr., qui était un excellent orateur. Yes. Il y a aussi eu dans l'histoire Jules César, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Michelle Obama aussi. Est-ce que tu as une préférence entre ces différentes personnes? Sachant que j'ai pas voulu non plus inclure Jésus Mm, mm. dans cette liste. J'aurais pu l'inclure, mais c'est juste que je ne vais pas le mettre en comparaison Comparaison. Ouais. exactement parce que pour moi, c'est une autre dimension. Yes. Et par rapport à ces personnes que je viens de citer, qu'est-ce qui, selon toi, rend leur façon ben, de captiver leur auditoire et d'influencer ben, les masses, hein, au final, Mm. unique? Que ce soit Martin, enfin, on a parlé de Martin Luther King Ouais, ouais, Jr., ouais. mais Jules César, Winston Churchill, Mm. parce que c'est des personnes différentes. C'est ça. C'est vraiment des personnes différentes, tu l'as hyper bien dit, et ils ont chacun leur trait de caractère. Et une des choses déjà qui les rassemble, c'est la partie leadership. En fait, c'est des gens de base qui arrivent à fédérer Mm. autour d'une vision, autour d'un objectif commun. Et pour moi, on pourrait vraiment rester longtemps sur chaque personne parce que vraiment chacune a des particularités. Je prendrais par exemple Michelle Obama. Quand tu regardes sa manière d'être, donc langage corporel, au niveau de sa voix, au niveau de sa structure de discours, c'est quelqu'un qui reste de manière globale dans la simplicité. Mm. Et justement, il y a vraiment une puissance dans la simplicité. C'est-à-dire qu'elle fait pas trop, mais en fait, c'est quelqu'un à qui déjà tu peux t'identifier, mais c'est quelqu'un qui va réussir à te passer un message de manière claire, concise, avec le sourire, en mettant des pauses, en souriant, en regardant les gens. Et en fait, elle a vraiment tous les codes qui font que le message va être transmis de manière simple. Et une des forces qu'elle a, qui est invisible, c'est qu'elle est introvertie. Ah oui, Ouais, c'est une force. exactement. C'est une force. Pourquoi? Comment? Ouais, C'est assez intéressant, vraiment. Il y a des études qui ont montré que les gens qui prennent le mieux la parole, c'est des gens qui sont introvertis. carrément. Exactement. J'aurais pas parié sur ça. C'est dingue, hein, Ouais. comparé Mais, aux gens extravertis. mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la prise de parole, c'est centré sur l'écoute et les meilleures personnes qui arrivent à écouter, c'est les personnes qui sont introverties. Dans le Mm. sens où quelqu'un qui est introverti va pas parler tout de suite, mais va analyser son environnement, va observer, va regarder, va écouter, et en fonction de toutes ces informations-là, Mm. va prendre la parole. Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que la prise de parole, elle est centrée sur l'écoute, et donc elle est centrée sur l'autre, Mm. tu vois? Parce que quand tu prends la parole, c'est pour parler à quelqu'un, tu parles pas que pour toi tout seul. C'est pour parler à quelqu'un, c'est pour transmettre un message à quelqu'un, et plus tu comprends la personne, mieux le message passe. Et c'est pour ça que les introvertis, en général, sont les personnes qui prennent le mieux la parole. Barack Obama également, il est introverti, tu vois, par exemple. Ah ouais. Oprah Winfrey aussi, elle est introvertie.
Et quand tu regardes ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu les vois, par Ça, exemple, ça, Oprah Winfrey, voilà, c'est ça se ça. voit pas. Ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Mais le truc, c'est que, en fait, une personne qui est extravertie, dans la définition en tant que telle, quelqu'un qui est extraverti va prendre de l'énergie quand elle est entourée de personnes. Tu vois, donc extravertie, elle va vers les gens, etc. Elle aime beaucoup quand il y a les fêtes, quand il y a du monde, donc ça lui donne de l'énergie. Mm. Mais quelqu'un qui est introverti prend de l'énergie quand il ou elle est seul, Mm. quand elle est tranquille, à la maison, au calme. Elle prend de l'énergie. Prendre la parole devant des gens, elle peut le faire. Mais du coup, ça va la drainer, ça va l'épuiser. Mais elle va le faire quand même, Mm. tu vois. Après, bien sûr, c'est pas une dichotomie en mode t'es introverti, t'es extraverti. T'as des nuances, Mm. t'as des gens qui sont introvertis, extravertis, t'as des gens qui sont extravertis, introvertis. Donc t'as vraiment tout un panel, tu vois. Mm. Mais c'est une force. Et pour Michelle Obama, c'est une de ses forces, tu vois, par exemple. Ça- Après, mais franchement, c'est ouf, hein. Ouais, c'est incroyable. Je pensais pas du tout ça. Je pensais pas Ouais, que tu allais mettre en avant le côté extraverti de cette façon-là. c'est ça. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui nous écoutent, Ouais, qui ont justement, qui sont introvertis, pardon, ouais, et qui, eux, pensent que le fait de parler devant des gens, c'est pas pour eux, quoi. c'est ça. Et donc, ils se cachent. Mais carrément. Moi, je le dis beaucoup, je suis introverti de base, Hmm. tu vois. Sauf si tu me vois sur une piste de danse, là, tu sais pas que je suis, que je suis introverti. Tu vois, c'est ça. Ouais, tu mets Et, ça de côté. ouais, 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 grave, de ouf. Et en fait, c'est vraiment une force. Et il y a une différence aussi entre timidité et introversion. Timidité, il y a plus cette notion de peur, en Hmm. fait. Il y a plus cette notion-là de peur, ce qui en soi n'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais d'être timide, mais c'est différent. C'est pas la même chose. Ouais, l'un ne va pas avec l'autre. C'est pas parce que tu es introverti que tu es T'es timide, timide. exactement. Il y a des connexions entre eux, tu vois, Mhm. mais c'est vraiment pas la même chose. Et c'est pour ça que prendre la parole en public nécessite bien sûr de connaître ses forces. Mhm. Donc être extraverti, c'est une force. Tu vas avoir cette facilité à aller vers les gens, tu vas avoir cette facilité d'aborder les gens, de mettre beaucoup d'énergie quand tu prends la parole, etc. Être introverti, c'est une force parce que tu entends, tu écoutes, tu es sensible à l'environnement et tu parles en fonction de ça, Mhm. tu vois. Donc en fait, il faut connaître ses forces. Mhm. Et dans celles que tu as citées, c'est un peu ça, tu vois. Si je prends l'exemple, tu as parlé de Margaret Thatcher, Mhm. son surnom c'est la Dame de Fer, tu vois. Donc Mhm. elle avait eu ce surnom-là parce qu'elle était vraiment très très dure, très rigide. Elle avait fait des mesures très 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 difficiles pour son pays. Et une de ses forces, clairement, c'est sa persévérance. Mhm. Elle persévère jusqu'au bout. Elle Elle lâche pas lâche pas. l'affaire, tu vois. Elle lâche pas, tu vois. Ça, c'est une de ses forces aussi qui l'aide pour moi, tu vois, à continuer à prendre la parole, à y aller malgré tout, etc., quoi. Ah non, c'est incroyable en fait de pouvoir étudier ce genre de personnalité. Et il y a ben, Jules César par exemple, ça aussi c'est quelque chose qui m'a fasciné, en tout cas intéressé, mais surtout intrigué, je dirais. Hmm. Apparemment, il avait la voix aiguë. Hmm. euh, et c'est Idriss Aberkan, je vais le citer encore. Ouais. Et il disait que justement, il avait la voix aiguë, mais que ça ne l'empêchait pas d'être le plus grand empereur romain de son époque. Hmm. Mais je vois quand même un lien entre le côté introverti, peut-être timide, voix aiguë. Et en fait, j'ai l'impression que que c'est des personnalités qu'on ne va pas voir venir, mais qui, au final, quand ils ont confiance en eux, Hmm. eh bien, ils réalisent des choses assez incroyables en termes de prise de parole. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté quand même timide, Mhm. la timidité, et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, et même le fait de prendre le téléphone et d'appeler pour Ouais, prendre un rendez-vous, exact. il y a des personnes qui sont timides, Ouais, ouais. ils ont pas envie de faire sortir leur voix. Hmm. Comment ces personnes-là, en fait, peuvent faire pour s'améliorer Hmm. et, euh, et- et se libérer? Ce que tu dis, bah, je l'ai vécu, clairement. J'ai un moment de ma vie où je m'identifiais comme étant timide. Et le truc, c'est quoi? C'est que en 15 ans, il y a vraiment deux gros tips qui m'ont aidé. Et avant ces deux gros tips, il y a eu un déclic, tu vois.
il y a un verset qui dit, je pense que c'était Paul qui parlait à Timothée, qui disait, t'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit Hmm, de force, d'amour et de sagesse. bien sûr. J'avais vu ce verset-là, je me suis dit, oh, ok, waouh. Donc ça, c'était le premier déclic. Et après, tu vas avoir... Donc la première chose, c'est de te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Dans le sens où tu fais un tableau, d'un côté, tu mets, ok, qu'est-ce qui est sous mon contrôle, qu'est-ce que je maîtrise, et de l'autre côté, qu'est-ce qui n'est pas sous mon contrôle, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Et en fait, tu mets ce tableau-là, tu notes ce qui est sous ton contrôle, ce qui n'est pas sous ton contrôle, et tu réalises que, au final, ce qui n'est pas sous ton contrôle, c'est ce que les gens pensent, ce que les gens disent, comment ils vont colporter des informations par rapport à toi, comment ils vont parler dans ton dos, Hmm, la manière dont il faut te regarder. Donc tout ça, au final, tu ne maîtrises pas. hmm, Et ce qui est sous ton contrôle, c'est justement ton pitch, le contenu, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas travailler ton appel, la manière dont tu vas t'entraîner, etc. C'est sous ton contrôle. Et donc l'idée, c'est de te concentrer à 100% sur ce que tu maîtrises et tout ce que tu maîtrises pas, tu le mets de côté. hmm, Ça, c'est vraiment la première chose qui va aider quelqu'un qui justement a un peu cette timidité-là hmm, à mieux prendre la parole. Tu as cette chose-là. La deuxième chose, ça va être le fait de descendre les gens de leur piédestal. Souvent, quand on est amené à prendre la parole, quand on doit parler devant des personnes, quand on doit appeler au téléphone, etc., on a vraiment tendance à mettre les gens sur un piédestal, hmm. à tel point que leur avis, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, va avoir un impact plus gros sur nous et ça va nous stresser un peu plus. Tu vois le truc? Et donc l'idée, c'est de dire, tu les baisses de leur piédestal en les considérant comme des êtres humains normaux. Hmm, C'est un être humain qui respire, hmm. qui a un cœur qui bat. Si tu coupes son bras, il y a du sang rouge qui va sortir. Il va aux toilettes, il sent mauvais de la bouche le matin. En fait, t'as tout ça, tu vois. C'est un être humain comme toi. Il va Ouais, pas aspirer ton âme, tu vois. Ça, c'est un ouais, truc que je me dis souvent et ça aide. En fait, c'est vraiment ces deux types-là ouais. qui t'aident à mieux gérer ça. Et la dernière chose qui englobe le tout, c'est de comprendre d'où vient la peur de prendre la parole en public. Hmm, En 2022, tu as des études qui ont été faites par Kali et Kantar, une société, qui ont montré que 68% des Français et des Françaises avaient peur de prendre la parole en public. c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, mais quelle est la racine de la peur de prendre la parole en public? Une des premières racines, c'est la peur de l'échec. Hmm, Les gens ont peur d'échouer, les gens ont peur de rater, de faire n'importe quoi, tu vois. Et tu as des études qui ont justement, tu as des gens qui sont posés pour étudier, mais d'où vient la peur de l'échec? Et ils se sont rendus compte que la peur de l'échec, elle n'est pas liée au moment où tu échoues, mais elle est liée aux conséquences que cet échec peut avoir dans ta vie. hmm, Dans le sens où, si tu prends un exemple d'un étudiant de droit qui va passer son concours du barreau, il va pas avoir peur du moment où il va passer les examens, donc sur la table à écrire, etc. Mais il va avoir peur du fait que s'il rate, quelles sont les conséquences dans ma vie? Je vais pas avoir l'argent que je dois avoir, je vais pas avoir le statut que je mérite d'avoir, je vais être la risée de ma famille, je vais peut-être être affiché sur les réseaux sociaux, je vais apparaître sur BFM TV, oh, il a raté son... En fait, souvent, le cerveau, tu vois, il, il met vraiment un tableau hyper noir. hmm. Et Il en fait, on a projette. peur, c'est ça. On a peur de ces conséquences-là, ce qui fait que la racine, vraiment, la base de la peur de prendre la parole en public, c'est la peur du regard de l'autre. Hmm, Et c'est ça souvent qui bloque les personnes qui ont cette timidité-là, tu vois. hmm, Et quand tu arrives à gérer cette peur du regard de l'autre, en utilisant justement le tableau, hmm. ce que je maîtrise versus ce que je maîtrise pas, et descendre les gens de leur piédestal, ça t'aide. Et naturellement, ça peut débloquer, je pense, des fois 30 voire 50% de ta prise de parole, quoi. C'est incroyable. C'est tellement puissant de savoir ça, en fait, Ouais, que tu te rends compte qu'au final, les seules limites que tu as, c'est celles que tu t'imagines vis-à-vis des autres. c'est ça. Alors que bien souvent, les autres, ils sont dans leur petit monde, ils avancent, ils te calculent même pas parfois. Pas du tout. Et donc, c'est des peurs, comme tu l'as dit, incontrôlées, mais qui sont au final infondées, Ouais, limite, hein. mais c'est ça. C'est ça. Quand tu regardes quelqu'un, t'as l'impression il te juge, tu vois, il te regarde la tête aux pieds, etc. Et en fait, quand tu vas vraiment dans sa tête,
il est juste en mode, ah punaise, ce matin j'ai fait tomber ma tasse de café, ma femme elle va me démonter quand je vais rentrer à la maison. En fait, il pense à tout sauf à toi au final, tu vois. Limite c'est ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, mais justement, t'as 99,9% d'échouer en essayant d'anticiper en fait la pensée des gens. Ouais, Donc concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Mets beaucoup plus d'énergie ouais. sur les choses qui sont sous ton contrôle, Mm, parce que tout le reste, en fait, tu le maîtrises tellement pas que mm. ça sert à rien de s'attarder dessus, quoi. Donc facile à dire, plus difficile à appliquer, à faire, hein, mais Oui. clairement, ouais, ça va aider, quoi. C'est incroyable de savoir tout ça. En tout cas, vraiment, on pourrait en parler pendant des heures, à tel point Ouais. c'est intéressant. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience, en tout cas, de toutes ces notions-là. C'est vrai que le storytelling, c'est l'art de toucher les émotions et l'âme des gens. Toi, parce que tu es croyant, Mm. et c'est vrai que le fait d'être croyant, ben, il y a, il y a une grande place de l'âme dans sa croyance. Mhm. La façon dont ta foi t'impacte, j'imagine qu'elle doit forcément t'influencer dans ton quotidien et même dans ta façon d'enseigner et d'accompagner les entrepreneurs dans leur communication. Quelle est la réelle place justement de ta foi au milieu de tout ça? Mm. Comment est-ce qu'elle se manifeste et Yes. comment elle se manifeste? Ouais, ça c'est une question deep, ça. Question deep. Ma foi, c'est vraiment la base de tout. Vraiment ma foi en Jésus. Et j'ai grandi dans ça. Je suis clairement un enfant de l'église. J'ai grandi à l'église. Amen. Et Mm. j'ai vraiment grandi à l'église. Et à la base, j'y allais avec ma mère, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai eu mon propre cheminement. J'ai vraiment découvert la foi. Je me suis attardé beaucoup plus sur la Bible. Je me suis baptisé, etc., etc. Et c'est assez central parce que elle a été, quasiment au commencement de tout. C'est-à-dire que c'est à l'église où j'ai eu mes premières prises de parole. C'est à l'église où j'ai chanté pour la première fois, où j'ai dansé pour la première fois, où j'ai joué la guitare pour la première fois. En fait, ça a été vraiment à chaque début, tu vois, il y avait toujours la foi qui était là. Et aujourd'hui, elle a une place centrale dans le sens où il y a une question. Souvent, je dis que la prise de parole, c'est un outil qui va amplifier qui tu es, et qui va amplifier tout simplement tes valeurs, etc. Et avant justement de travailler ta prise de parole, il faut pour moi se poser aussi les questions de qui je suis, mon identité. Et au final, l'identité, moi, je la définis comme en Christ. Donc c'est hyper important, tu vois, de baser ça. Tu as cette partie également de pourquoi je suis sur cette terre et où est-ce que je vais. Donc une question de vision, une question de raison d'être, si on peut mettre des mots dessus, tu vois. Mm. Et clairement, ma foi m'a justement aidé à définir ces choses-là. Et c'est au final ma prise de parole amplifie ça. Mm. C'est-à-dire qu'à travers mes coachings, à travers mes conférences, à travers mes consultings, je fais au mieux pour justement faire transparaître toutes ces valeurs-là Mm. de bienveillance, ces valeurs d'amour, ces valeurs de persévérance aussi, tu vois, qui sont super importantes. Mm. Et ça se transparaît bah, dans mes échanges, toujours, hein, tu vois, Mm. dans la manière, par exemple, dont je vais accueillir les gens, la manière dont je vais écouter les personnes, où je vais les conseiller. Ça va être au-delà de ce que je vais gagner, mais c'est plus d'avoir un impact, tu vois, dans la vie des gens. Comment je peux faire en sorte que cette personne se rapproche de son objectif Mm. pour qu'elle puisse l'atteindre. C'est vraiment ces choses-là. Sachant que c'est sûr, j'ai fait des erreurs, tu vois. Il y a des accompagnements qui ne sont pas passés comme je le voulais. Il y a des clients, j'ai pas pu te délivrer, tu vois, au bon moment, etc. Tu as plein d'erreurs que j'ai fait. Mm. Parce que le métier d'entrepreneur, au final, je l'ai appris. Mm. Moi, je suis un enfant, tu vois, de l'université, hein. J'ai fait 9 années sur les bancs de la fac. Mm. Et j'ai vraiment appris l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. Mm. Mais vraiment, ma foi, elle se manifeste dans le sens où, par exemple, dès que je vais avoir un problème, dès que je vais avoir un souci, en fait, je vais quand même persévérer. Mm. Parce que ce souci-là, j'aime bien dire, quelle que soit la durée de la nuit, il y a le soleil qui va toujours se lever. C'est vrai. Donc en fait, il y a cette notion de foi qui, au final, m'aide à tenir ferme, m'aide à vaincre les épreuves, m'aide à persévérer malgré l'adversité. Mm. Parce qu'entrepreneuriat, il faut se dire, c'est dur, Mm. il y a des challenges, il faut les surmonter. Et en fait, au final, elle a quand même une place centrale, Mm. même si il y a
toujours cette notion où quand tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas du tout croyant Mm. ou qui a pas du tout cette sensibilité-là, on va quand même arriver à se rejoindre parce qu'il y a cette notion-là de valeur. Mm. Ils ne vont pas forcément croire, mais il y a cette notion de valeur et c'est là où, en fait, où on se rejoint, tu vois. Ouais. Et c'est là où constamment je parle de ma foi parce qu'en fait, ça fait partie de mon témoignage, le fait que je sois passé de timide à l'aise à prendre la parole en public, Ouais. il y a une grosse part de ma foi, quoi. Donc elle reste quand même assez centrale dans ce que je fais. Ouais. Ouais, c'est important et je pense que ça se ressent aussi dans la façon dont tu es. Yes. Le fait d'être à l'écoute, le fait d'être tourné vers le prochain et le fait que peu importe les épreuves que tu as en face de toi, ben, tu vas continuer à avancer. C'est ça. Et comme tu l'as dit, ben, Jésus-Christ, a une place centrale hein, dans tout ce que tu fais. Et Ouais, je te carrément. rejoins complètement là-dessus. Et Hmm. tu me ressembles, enfin, on se ressemble dans cette partie-là parce que moi aussi, ben, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis baptisé. Et clairement, dans tout ce que j'entreprends, Christ est au centre et je prie régulièrement pour que mes projets puissent non pas aboutir forcément pour moi, Hmm. mais pour les autres. C'est comme un arbre, hein. Un arbre donne du fruit Ouais, et l'arbre ne mange pas son propre fruit. exact. Mais c'est les personnes, entre guillemets, qui viennent cueillir le fruit. Et du coup, je pense que le fait d'être en Christ, ça te donne vraiment cet état d'esprit-là, Hmm. d'être tourné vers les autres. Amen. D'après toi, c'est vrai que on a parlé des autres grandes figures en prise de parole, Hmm. mais Jésus, lui aussi, hein, il prenait la parole en public. Mhm. Que penses-tu de son storytelling, Ouais. que ce soit lorsqu'il délivrait des messages, lorsqu'il contait des paraboles, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui en matière de communication? Hmm. Jésus, il y aura beaucoup de trucs à dire, clairement. Et quand tu regardes dans la Bible, tu l'as bien dit, il utilise beaucoup des paraboles. Et pour moi, il y a déjà deux clés qu'on peut tirer. La première clé, c'est l'adaptation. Dans le sens où Jésus, constamment, il adapte son discours. Parce qu'il dit que, par exemple, ça va être très complexe de comprendre les choses célestes, tu vois. Parce que les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix en tant qu'être humain. Et l'idée, c'est qu'il va utiliser justement des images, des comparaisons, des analogies, des histoires vraies, grâce auxquelles le peuple peut s'identifier et comprendre, Mm, tu vois. Et donc, il s'adapte constamment à son auditoire. Et c'est ça qui fait sa force. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde comprend ce qu'il veut dire. mm, Parce qu'il va parler autant à quelqu'un qui est riche, il va parler à quelqu'un qui va être pauvre, il va parler à un serviteur, il va parler à quelqu'un qui est maître, il va parler à quelqu'un qui va aller faire de la récolte, tu vois, au niveau des champs. mm, Tu vois, toutes ces petites images-là, la graine, semence, le figuier, etc. Enfin, toutes ces choses-là, mm. en fait, l'adaptation va vraiment aider à mieux transmettre le message. Mm, ouais, Pour moi, ça, c'est voilà, la première clé. Comment tu peux adapter ta prise de parole à ton auditoire? ouais. Dans le sens où, est-ce que, alors c'est pas forcément tout le temps possible de connaître l'auditoire à l'avance, mais si tu as moyen, est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Quelle est la tranche d'âge? Est-ce que c'est des personnes qui sont dans le domaine plutôt de la tech? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine de l'IA, etc., etc. Donc si tu connais ton auditoire, tu peux t'adapter plus facilement. Et si tu t'adaptes, le message peut passer beaucoup plus facilement. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment la première clé que tu peux retirer de ce que Jésus disait. Et la deuxième clé, bah, on l'a dit, c'est le storytelling. Donc c'est l'histoire, les paraboles. En fait, il va pareil te peindre un tableau. Tu ne fais pas qu'écouter, Mm, mais tu vois. Et ça, c'est fort parce que à partir du moment où tu vois, donc au fur et à mesure de l'histoire qu'il va raconter, eh ben, tu vas commencer à visualiser, tu vas comprendre, ah d'accord, ok. complètement. Donc là, il y a un serviteur Mm, qui a reçu telle somme d'argent. Donc il mm, y en a un, il y en a qui en a deux, il y en mm, a qui en a cinq. Celui qui en a un, il l'a enterré. Ceux qui en a deux et cinq, ils sont partis le faire fructifier mm, pour revenir avec 10 et 4. mm, Le maître est revenu, il était content, etc. etc. Tu mm. vois, parabole du semeur. Bien sûr. Et Ouais. en fait, quand tu vois l'histoire, tu comprends directement le principe. Mm, Et le fait de comprendre le principe, ça t'aide à le retenir mm, et ça t'aide à l'appliquer. Et complètement. en fait, pour moi, c'est vraiment la deuxième chose, le fait de réussir à
peindre un tableau, à faire en sorte que c'est compréhensible, qu'il y ait des images, qu'il y ait une histoire derrière que tu vis Mm. parce qu'elle te concerne. Tu comprends parce que toi-même, tu as déjà eu des pièces d'argent entre tes mains. Mm. Toi-même, tu as peut-être enterré ou toi-même, tu as peut-être t'es parti le faire fructifier. Donc en Mm. fait, tu t'identifies. Et pour moi, c'est vraiment ça, une des deuxièmes forces justement que Jésus a quand tu regardes la prise de parole, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est clairement un exemple à suivre. Même quand on n'est pas centré autour de Jésus, on, toutes les générations en parlent et toutes les C'est ça. générations vont continuer à en parler. Et lorsque tu l'étudies, forcément, tu découvres des choses incroyables. Mm. Et c'est vrai que tu as parlé des paraboles. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment ce que Jésus utilisait pour communiquer, Yes. le fait de raconter ces petites histoires à, à des personnes. Et si je peux faire une petite parenthèse, il y a quelque chose que j'ai appris très récemment au niveau des paraboles. Dans la Bible, c'est vrai que à un moment donné, les disciples disaient à Jésus, mais pourquoi tu nous donnes à nous les réelles informations, entre guillemets, les Mm. informations du royaume Mhm. de Dieu, mais que à ces personnes-là, entre guillemets, tu leur parles en parabole. Et il y a quelque chose d'encore plus puissante que les histoires qui m'a vraiment marqué, c'est que les paraboles, ils donnaient ce type de message-là parce que ils voulaient que les personnes voient Mm. la vérité du royaume de Dieu, mais dans sa façon d'être Dieu, d'être saint, pleinement saint. Donc, ça veut dire que tu ne mens pas et que tu ne caches pas la vérité. Ouais. Ben, tu vas quand même le dire indirectement de façon à ce que même si les gens ne veulent pas comprendre le message tout de suite, ben, à un moment donné, ça va résonner en eux Ouais. et ils vont se rappeler ben, de cette parabole et ils vont se dire, ah, mais c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ça. Et donc, ça réveille des sens, ça réveille Ouais. des émotions, enfin, j'imagine que ça réveille plein de choses au niveau du cerveau. Genre, ouais. Donc, je trouve que ça fait sens avec tout ce que avec tout ce que tu disais un peu plus tôt. Mm. Mais c'est vrai que je pense que j'invite les personnes à se concentrer, enfin, pas à se concentrer, mais à étudier, ne serait-ce Mm. Mm. par intérêt personnel. Tu es aussi coach de speaker TEDx. Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Selon toi, qu'est-ce qui différencie en fait un bon speaker d'un mauvais speaker? Hmm. Très 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 bonne question. Alors déjà, c'est assez rare d'avoir un mauvais speaker. Pour avoir regardé beaucoup de TEDx, ça reste rare. Alors c'est vrai que par rapport au TEDx, il y a toujours une sélection avant, tu vois, pour publier les vidéos. Hmm. Donc dès que c'est filmé dans la conférence, toutes les vidéos sont envoyées à un comité qui analyse, etc. Donc c'est vrai que c'est rare d'avoir un mauvais speaker en tant que tel. Mais si je pouvais répondre à ta question, je pense qu'un bon speaker, il est déjà de base animé par une vision. Hmm. De deux, il a une idée qui est novatrice, qui peut faire bouger les lignes et surtout qui va appeler à l'action. Pour moi, il y a ça. Et trois, tu vas avoir un parcours vraiment hyper intéressant. Hmm. Un parcours de vie où la personne, on ne l'attendait pas du tout au tournant. Mais finalement, elle a réussi, boum, à atteindre des objectifs Hmm. que très peu auraient pu faire. Mais avec persévérance, avec force, tu arrives à atteindre ça, tu vois. Pour moi, c'est ça les qualités d'un bon orateur, d'un bon speaker. Hmm. Le mauvais speaker, pour moi, ce serait plus, je pense, aussi une question de préparation, dans le sens où si un speaker a tout ce que je t'ai dit, mais qui ne se prépare pas, Hmm. qui s'entraîne pas, bah, il va tomber dans la catégorie mauvais, quoi. Ouais. Parce que au-delà d'avoir toutes ces caractéristiques-là, si tu travailles pas ton texte, si tu prends pas le temps de répéter, si tu prends pas le temps, pourquoi pas de te filmer, d'analyser un peu ta prise de parole, ton Hmm. langage corporel, ta voix, etc., ta structure de discours, ben, tu peux passer rapidement dans la catégorie mauvais, quoi. Hmm. Parce que des TEDx, il y en a vraiment des milliers, des centaines de milliers. Et en fait, t'es, je dirais pas en concurrence, parce que c'est pas vraiment une course, mais t'es face en fait à tous ces high level, tu vois.
tous ces speakers qui ont déjà un très haut niveau. Ce qui fait que, ouais, toi-même, il faut aussi te mettre au niveau, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est quand même un rôle assez particulier Ouais, d'être coach de speaker TEDx. Et c'est ça aussi qui m'a attiré hein, sur ton profil. yes. J'ai eu l'occasion d'interviewer 3 speakers TEDx. Et c'est vrai que Ouais. tous les 3, en fait, ils étaient différents. Hmm. Mais j'ai regardé leurs 3 TEDx. Et leurs TEDx, en fait, m'ont beaucoup inspiré. Hmm. Et je pense que cette notion de préparation, il joue un rôle assez, un rôle clé Ouais. finalement. Mais est-ce que tu n'as pas une forme de pression peut-être lorsque tu coaches ce type de personnalité? Parce que clairement, c'est des personnes qui ont Grave. réalisé des choses, qui Hmm. font des TEDx, des personnes qui sont reconnues dans leur milieu, et donc ils ne doivent pas se foirer. Donc ça doit être C'est ça. tout le temps en fait un succès. Comment tu arrives à gérer cette, bah, tout ça autour de ce coaching Cette pression-là. Ouais. Ouais, c'est. En fait, tu l'as bien dit, c'est des personnalités en général qui prennent la parole dans les conférences TED. Ce qui fait que eux-mêmes ont déjà eu des prises de parole. Ils ont déjà fait très très sûrement, et moi c'était mon cas, ils ont déjà fait des conférences, ils sont déjà pour la plupart passés à la télé, ils ont déjà parlé à leurs équipes. Donc en fait, ils ont déjà pris la parole, tu vois. Et l'idée c'est quoi? C'est que TEDx, c'est un autre level, parce que TEDx, c'est une marque, Mm. tu vois, et donc il y a un standard qui est assez élevé. Et en fait, moi j'aime beaucoup dire que au final, la pression, elle est là. Mais c'est une question de perspective. Comment tu vois la pression? Moi, la pression, je la vois comment? Je la vois un peu comme quelque chose qui peut faire sortir le meilleur de moi Ah ouais. et le meilleur du speaker en tant que tel. Mm. Je prends souvent l'exemple de l'olive et l'huile d'olive. Quand tu regardes une olive et une huile d'olive, ce qui a le plus de valeur, c'est l'huile d'olive. Mais pour faire sortir quelque chose qui a énormément de valeur, l'olive est d'abord passée par un processus de pression, Mm. tu vois. Et pour moi, la pression, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Mm. si tu vis la pression, ok, très bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose de valeur qui va pouvoir sortir. Mm. Et quand tu as cette pensée-là, au final, ça change un peu le truc. Du coup, tu es, content, tu as cette excitation-là Mm. qui n'est plus du stress, du mauvais stress, tu vois. Mm. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ces speakers-là, moi, j'aime dire que la prise de parole, imagine un peu un couteau qui va couper des tomates. Au bout d'un moment, quand tu aiguises le couteau, il a la capacité de couper des feuilles, Mm. tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Mm. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont déjà parlé, etc. Mais c'est du détail, tu vois. Mm. Dans ton storytelling, fais plutôt ça. Ouais. Quand tu commences, le silence, tu le places plutôt ici. Mm. À ce moment-là, intonation descendante. En fait, c'est vraiment du détail. Chaque détail compte. Et exactement, chaque détail compte. Et on sait très bien la référence. Willem, Ouais, exactement. Mais il est revenu en plus il est dernièrement, je revenu, crois ça. ouais. Ouais, 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 non. Ah, il nous fait vivre trop d'émotions, Ah, lui. trop Non, d'émotions. non. Ah, c'est très, très, très puissant. Donc c'est ça, quoi. Et c'est vrai qu'en parallèle, comme je le disais en introduction, l'année dernière, tu as aidé des entrepreneurs à lever plus de 1,5 million Yes. d'euros. Ils font des pitchs, hein, ces entrepreneurs-là. Et un pitch, c'est un enjeu aussi qui est majeur pour eux. Hmm. Et forcément, j'imagine que c'est différent d'une conférence TEDx. Je pense tout de suite à qui veut être mon associé aussi. Ouais, Qu'est-ce qui fait en fait un bon pitch pour toi? C'est quoi les ingrédients qui font les ingrédients. qu'un pitch te dise à toi, entre guillemets, investisseur, ouais, j'y vais. Hmm. Par rapport au pitch, tu as vraiment plein d'écoles. Et moi, j'aime bien des fois faire un peu un mélange de toutes ces écoles-là. Tu as vraiment beaucoup de formules, mais moi, il y a 5 choses que je retiens principalement, vraiment sur les doigts d'une main. La première chose, ça va être le problème. C'est quoi le problème? Genre concrètement, en une phrase, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que je dois m'attarder à ce que tu proposes? Mm. Pourquoi je n'arrive pas justement à bouger? Quelle est la chose en fait qui fait que c'est problématique? Mm. Et souvent on dit d'avoir un problème dur, donc DUR, un acronyme, un problème qui va être un problème qui va être difficile
un problème qui va être urgent et un problème qui va être récurrent. Donc DUR, Hmm. tu arrives à trouver ce problème-là. Donc pour moi, c'est vraiment une chose hyper importante. Tu vas avoir, c'est pas forcément dans l'ordre, tu vas avoir le pourquoi. Quel est le why? Quelle est la raison profonde derrière laquelle tu fais ça? Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu te lèves tous les matins? Hmm. C'est quoi qu'est-ce qui te drive? Pourquoi tu fais ça? Troisième chose, tu as la solution. Quelle est ta solution? Quelle est ta proposition de valeur? On peut dire ça, tu vois. Et dans cette solution, qu'est-ce qui fait que, donc la solution qui répond au problème que tu as énoncé, qu'est-ce qui fait que cette solution, elle change par rapport à d'autres solutions qui sont déjà sur le marché? Hmm. Qu'est-ce qui fait que elle va être peut-être plus rapide, elle va être peut-être moins coûteuse, etc. Donc tu as plein de caractéristiques. Mais en une phrase, quelle est la solution que tu mets en œuvre? Hmm. Quatrième caractéristique, tu vas avoir les chiffres. C'est vraiment crucial Ah de ouais. maîtriser les chiffres. Parce que les chiffres vont vraiment donner la vie, tu vois, à ton pitch et surtout aussi vont permettre de le rendre beaucoup plus concret, beaucoup plus tangible. Ah Parce ouais. que tu peux raconter plein de choses, Hmm. mais comme on dit, les, Les les chiffres chiffres, parlent. c'est ça, les chiffres parlent et les chiffres ne mentent pas. Ouais. Et donc la partie chiffres, elle est vraiment importante à garder en tête. Et la cinquième chose, ce serait, je dirais, quelle est ta vision? C'est-à-dire, quel est au long terme ce que tu vois dans le futur? Si tu arrives justement à projeter une image dans laquelle les investisseurs vont réussir à se projeter, vont réussir justement à s'imaginer, vont réussir à se voir avec toi, Hmm. là, tu as vraiment gagné la chose, quoi. Ouais. Donc, tu as plein d'autres choses que tu pourrais caler, mais vraiment, ces 5 choses-là, pour moi, je les considère comme importantes. Tu as une notion également, donc là, c'est plus le fond, mais tu as la forme, la manière de le dire, c'est sûr. Ouais. Tout ça agrémenté de storytelling, bien sûr, agrémenté de silence, agrémenté de pause, d'intonation, etc., etc. Hmm. Mais vraiment, ces 5 choses-là, travaille-les à fond Ouais. et tu peux avoir déjà un pitch bien solide, quoi. Ouais. Je pense aussi que ces personnes-là sont confrontées au stress. Tu Ouais. as parlé de pression, mais le stress, je pense que c'est quelque chose qui est différent. Mm. Comment tu fais pour les aider à ne pas avoir de stress? Je ne sais même pas si c'est possible ça. Non. C'est impossible. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. C'est impossible de ne pas stresser. Hmm. Et donc, il faut prendre le contre-pied. C'est de se dire, le stress va arriver. Et comment je peux faire pour l'utiliser comme une force? Hmm. Là, tu flippes le truc, tu vois. Et c'est mon premier module, hein. Je commence toujours par ça, la gestion du stress. Comme j'ai fait genre une trentaine d'heures en physiologie du stress, je décortique justement pour que ce soit beaucoup plus simple. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as 4 étapes principales. De base, le stress, c'est un mécanisme physiologique qui est neutre et qui est limite bénéfique pour toi. Et en fait, ces 4 étapes-là, ça consiste en quoi? Un, ton cerveau détecte un danger. Donc à partir du moment où il détecte un danger, il va provoquer, il va envoyer la réponse au stress, Hmm. il va la déclencher. Ça consiste en quoi? Donc tu vas avoir une hormone, donc on l'appelle l'ACTH, ACTH, qui va aller au niveau de la glande surrénale, donc une glande qui est au-dessus du rein. Hmm. Donc l'ACTH va passer dans le sang, va aller sur la glande surrénale. Donc ça, c'est la deuxième étape, le message qui va être envoyé. Troisième étape, cette glande surrénale, en ayant reçu ce signal-là, va produire elle-même une autre hormone qu'on appelle le cortisol. Hmm. Donc c'est l'hormone du stress, qu'on est mis en play, elle est beaucoup plus connue. L'ennemi. Les, des- Ou l'ami, Ou justement. l'ami, Ou faire son justement. ennemi un ami. Donc tu as le cortisol et en faible proportion aussi l'adrénaline, qu'on connaît beaucoup plus pour cette côté excitation. Donc le cortisol va être produit, il va aller dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, et va aller dans tout le corps, Hmm. et va provoquer la quatrième étape, tous les changements physiologiques. L'accélération des battements cardiaques, Ouais. l'accélération de la respiration, le coup de chaud. Ouais. Tu as des gens qui ils stressent tellement qu'ils transpirent aussi, tu Ouais. vois. Tu vas avoir la contraction des muscles, Hmm. et c'est ça qui explique les tremblements. Le Hmm. fait que tu trembles au niveau de la main,
Ah le ouais. fait que des fois tu trembles au niveau de la voix. Pourquoi? Parce que les cordes vocales, c'est des muscles. Et Mm. en fait, comme il y a une contraction des muscles, les cordes vocales parfois tremblent quand tu stresses, et c'est ça qui explique les tremblements de la voix. Mm. Tu vas avoir une accélération de la respiration aussi. Tu vas avoir une boule au ventre, ce qu'on appelle la boule au ventre. Mm. Pourquoi? Parce que tu as un ralentissement de la fonction de l'estomac et de la fonction de l'intestin. Tu peux avoir la bouche sèche Mm. également. Ça, c'est parce que le cerveau décide d'arrêter d'envoyer de l'énergie au niveau des glandes salivaires, Waouh. parce qu'il considère que, en fait, tout ton corps, surtout le cœur et les poumons, ont besoin d'énergie. Donc, on va envoyer toute l'énergie au niveau du cœur et des poumons. Tout Mm. l'oxygène va là-bas. Et donc, on va couper aux endroits où ça ne sert à rien, entre Mm. guillemets. En l'occurrence, les glandes salivaires. Mm. Et en fait, tous ces mécanismes-là, physiologiques, vont te préparer à un choix entre deux choses. Ah ouais. Soit te battre, soit fuir. Mm. Et c'est pour ça qu'en anglais, dans tous les articles scientifiques, la réponse au stress, on l'appelle the fight or flight response. Donc Mm. la réponse, se battre ou fuir, Mm. tu vois. Et donc en fait, quand tu comprends ce mécanisme-là, ça t'aide à te dire, ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que, en fait, tout ça, ça survient en moi et ça va tout simplement m'aider à me battre, Ouais. à tout défoncer. Ouais. Donc c'est ça la première chose pour moi à garder en tête. Tu peux fuir, Ouais. mais ce serait dommage de ne pas affronter ça, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu décortiques le mécanisme, ça t'aide beaucoup. Donc là, tu décortiques le mécanisme, mais après, quand tu sais que ça arrive, comment concrètement faire Ouais. pour gérer ça, tu vois. Ouais. Première chose, dans ta tête, ok, je ressens le stress, d'accord, j'accepte, je reconnais que je stresse. C'est mon corps qui me prépare pour me battre. Mm. Ça, c'est ce qu'il faut se dire dans sa tête directement. Deuxième chose, tu as justement cette partie-là de respiration classique. Mais pourquoi c'est important de respirer? C'est parce que tout ton corps utilise tellement d'énergie et d'oxygène que tout l'oxygène va être redirigé vers le cœur, vers les poumons, et il y aura moins d'oxygène qui va diriger vers le cerveau. Mm. Et c'est ça qui explique parfois les trous de mémoire. Ah oui. Parce que ta zone de la mémoire au niveau des neurones, vu qu'il y a moins d'oxygène, les neurones vont moins bien fonctionner. Mm. Et comme les neurones fonctionnent moins bien, tu as beaucoup plus de mal à te rappeler des choses, etc. Et donc le fait de respirer, tu vas amener beaucoup plus d'oxygène dans ton corps, Mm. tu vas rediriger l'oxygène vers le cerveau, et ça va aider ton corps à te calmer, vraiment Mm. tranquille, à t'apaiser, quoi. Donc ça, c'est vraiment les choses principales. Et la troisième chose, c'est de faire des activités qui vont t'aider justement à sécréter la dose. Comme Mm. on a vu tout à l'heure, Ouais. dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Mm. Donc dopamine, faire quelque chose qui te fait plaisir. Ocytocine, voir des amis, voir de la famille, voir peut-être ta chérie, etc. Tu vois. Mm. Sérotonine, c'est vraiment des choses où voilà, tu te poses, tu te Mm. balades dans la nature, tu marches tranquillement, tu prends du temps pour toi. Mm. Et endorphine, tu fais du sport, Ouais. tu rigoles. Et en fait, le fait de produire ces hormones-là, ça va vraiment aller à contre-courant du cortisol Mm. et t'aider justement à mieux gérer ton stress. Ça, en général, tu fais avant les prises de parole, tu vois, Ouais. quelques heures ou quelques jours, les jours avant ta prise de parole ou ton moment en tout cas stressant, quoi. Donc c'est comme ça, techniquement, que tu utilises le stress Mm. comme une force. C'est dingue parce que tu utilises clairement tes connaissances C'est ça. en neurosciences ou en médecine genre, aussi Ouais, ouais, pour vulgariser, enfin même pas vulgariser, mais expliquer tout ça. c'est ça. Et enfin ça se voit que tu as ce passé académique et aussi ce côté de l'entrepreneuriat parce que Ouais. tu es entouré d'entrepreneurs. Toi-même, tu es un entrepreneur. Mais je pense que ça n'a pas dû être un chemin facile pour toi de passer du côté académique au côté entrepreneuriat. Et justement, c'était quoi le plus grand challenge lorsque tu as dû faire ce jump? Hmm. Je pense que le plus grand challenge, c'était de découvrir quelque chose de nouveau, Hmm. des notions nouvelles, une manière de réfléchir aussi différente. Parce que là, il y a, tu prends beaucoup plus de risques, en fait. Et un entrepreneur, typiquement, va chercher à résoudre des problèmes tous les jours. C'est vraiment ça, tu vois.
J'avais pas autant de problèmes avant, tu vois, à gérer. Et en fait, c'est vraiment ce mindset-là. Ce shift de mindset a été assez challengeant. Mm. C'est-à-dire que tu passes d'un mindset où tout est calculé, tout est mesuré, tu dois planifier à l'avance, etc., à un mindset où il faut prendre des risques, il faut oser, Mm. il faut être audacieux, il faut tester des choses. Si ça marche pas, on recommence, etc. Il faut gérer des problèmes, il faut gérer la comptabilité, il faut gérer la fiscalité, il faut gérer les clients, il faut gérer le service client, etc., etc. En Mm. fait, tu as toutes ces choses-là qui sont nouvelles que tu apprends. Mm. Et ouais, j'ai fait plein d'erreurs. Même en termes d'organisation, tu vois, de planification. Ok, tel coaching à tel moment. En fait, j'ai fait tellement d'erreurs. Mm. Mais pour moi, vraiment, le plus challengeant, c'était vraiment ce shift de mindset. Mm. Parce que au début, tu as un peu la pensée du coup universitaire Ouais. appliquée à l'entrepreneuriat. Et en fait, ça marche pas. Tu sais, au début, tu réfléchis à une stratégie, tu prends du temps, tu calcules, etc., etc. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est passage à l'action, en fait. Ouais. Et c'était ça le plus dur, le Ouais. plus challengeant, le shift de mindset de dire, OK, on y va, on teste. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien anticiper, planifier, réfléchir beaucoup. Bien Je suis très sûr. réfléchi. Mais en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, si tu prends une semaine à réfléchir, bah pendant ce temps-là, tu en as 10 qui se sont lancés, qui ont testé, qui ont échoué, qui ont corrigé et qui maintenant, ils le font 10 fois mieux que toi, au Ouais. final, tu vois. Donc, c'est vraiment ce shift-là, passage à l'action, qui a été assez challengeant. Et c'est vrai que dans ce côté passage à l'action, il y a aussi le fait d'avoir une balance entre ta vie perso et ta vie Ouais, pro. Surtout maintenant, depuis que enfin, tu es un jeune père, hein, c'est ça. depuis peu, 7 mois. Exactement, 7 mois, ouais. Félicitations. Merci. Comment tu arrives à trouver un équilibre dans tout ça? Pareil, c'est un challenge. Ouais. Et c'est vraiment every day, vraiment chaque jour. Mm. Chaque jour où tu ajustes, tu vois. Il n'y a pas, je pense, une recette fixe miracle qui règle tout. Ouais. Et au-delà de l'équilibre, je parle plus d'harmonie. Mm. Parce que c'est vrai que l'équilibre, quand tu regardes la définition, c'est deux forces qui sont opposées constamment, tu vois. Mm. Mais moi, c'est plus l'harmonie, dans le sens où tu as plusieurs choses qui sont là. Donc, tu as la vie de famille, tu as l'entrepreneuriat, tu as la vie d'église, etc. Donc, c'est comment mettre ces choses-là en harmonie Mm. pour que ça puisse bien sonner, tu vois. Niveau musical, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Complètement. Et pour cette harmonie-là, ça nécessite de s'ajuster régulièrement. Tu dis, ok, tu fais un peu des bilans, ok, bah là, ok, ça s'est pas super bien passé, j'ai pas assez passé de temps avec mon enfant, avec ma femme, avec Mm. la famille. Ok, là, je réajuste. Et en fait, c'est vraiment ça, constamment. Donc, en fait, tu gères un peu cette organisation-là, tu te fais accompagner aussi, tu vois, dans la productivité et tout ça. Ouais. Et tu réfléchis à quel est ce qui me convient pour que je puisse passer du temps avec mes proches, Mm. pour que je puisse quand même aussi rencontrer, donner toutes les deadlines pour les clients, etc. Mm. Faire les trajets pour aller à Paris, donner des conférences. Donc, arranger tout ça en harmonie, Mm. c'est un challenge. Ouais. C'est possible. Mais justement, pour moi, je suis en train d'y arriver petit à petit. Mhm. Mais c'est clair que ouais, ça demande vraiment d'être attentif chaque jour, de voir ce qui compte vraiment pour toi. C'est quoi ta vision? Mm. C'est quoi tes priorités? C'est quoi tes valeurs? Donc, c'est vraiment ces choses-là qui sont centrales, qui nécessitent justement d'avoir cette partie de OK, autour de quoi je vais graviter, Ouais. tu vois? Et donc, pour moi, c'est un peu toutes ces choses-là qui me Ouais. permettent d'avancer. Ouais. C'est clair que c'est un challenge tous les jours, Ouais. mais ça se fait. Ça se Alors, fait. c'est vrai qu'il y a la fatigue qui est là aussi, l'externe et tout, Ouais. mais franchement, ça se fait, quoi. Sylvain, c'était un échange incroyable. Yes, carrément. Vraiment, comme je l'ai dit, on pourrait en continuer encore pendant des heures. De ouf. J'ai appris beaucoup de choses. Et clairement, je pense que cet épisode-là, je vais me poser pour le réécouter une fois le montage terminé. Ouais. Et je vais vraiment prendre plaisir à monter cet épisode. Et je pense que tu vas procurer ben, beaucoup de, beaucoup de satisfaction, Mm. beaucoup d'assurance aussi. Parce que clairement, les choses dont tu as parlé, ça concerne beaucoup de personnes. Mm. Ça me concerne aussi, hein, que ce soit au niveau du côté extra, intro, stress, pression, pas pression. Ouais. Et je pense que ça va m'aider à, à faire face d'une meilleure façon en fait à ce type de challenge. Nice. Dans ce podcast, il y a une question de fermeture. Sur Dis-moi plus, l'invité précédent pose une question à l'invité du jour. Mm. Donc, une question
est prête pour toi. Ok. Je vais te la lire la question. Ouais. Ma question pour toi porte sur ce que tu as vécu déjà. Si c'était à refaire, que modifierais-tu? Waouh. C'est deep, hein. C'est hyper deep. Là, c'est un autre épisode, là. C'est très, très deep. Cette question, je répondrai quoi? Je ne modifierai rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de qui je suis. Mm. Malgré les challenges, malgré les erreurs, malgré les défis, les opportunités, tout ça, je ne modifierai rien parce que tout ce que j'ai vécu, ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Mm. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que j'ai pu accomplir. Là, il y a quelques semaines, enfin même pas, il y a de, une semaine, ouais, une semaine, j'ai eu 30 ans. Et donc, Ça célèbre. ça célèbre, on passe un nouveau palier, on fait un peu un bilan. Ouais. Et à cette question, franchement, je répondrai que je modifierai rien parce que tout ce que j'ai vécu, ça a construit qui je suis aujourd'hui. Mm. Et vraiment, je suis fier à 100% de qui je suis. Mm. Donc, je pourrais creuser longtemps, Ouais, ouais, mais ouais. vraiment, c'est ce que je dirais par rapport à cette question-là. Magnifique. Et ça te ressemble bien, en tout cas. Merci. Sylvain, je te remercie beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Nipson. Merci à toi.